Michel Soulet m'a vraiment tout appris de Michel Soulet qui est vivant, hein, alors encore aujourd'hui, qui m'a vraiment tout appris de la clinique avec les tout petits, avec les enfants, avec les familles, avec les adolescents, qui est vraiment un merveilleux clinicien et aussi un transmetteur d'idées, mais d'une théorie très vivante, qui n'est jamais une théorie livresque et d'érudition, mais qui est une théorie vraiment vivante, et pas du tout défensive, hein. Voilà, donc il m'a appris la clinique pédopsychiatrique et psychanalytique. Il m'a aussi appris quelque chose qui est très important, c'est d'être capable de faire les choses les plus sérieuses avec un peu de légèreté et d'humour, hein. Il a énormément d'humour, une capacité, et je dis bien humour, ça n'a rien à voir avec l'ironie un peu agressive envers les autres. L'humour, c'est vraiment un humour, il est capable d'autodérision, de se mettre lui-même en cause, de prendre du recul par rapport à lui-même, de se moquer de lui-même. Voilà, et moi, il m'a toujours fait penser à Freud qui disait que dans ces disciplines-là, on ne fait jamais rien de très sérieux avant 40 ans. Donc et oui, il ajoutait, il faut aussi prendre le temps de considérer que le monde est une vaste plaisanterie avant de s'occuper de choses sérieuses. Voilà, donc, et je crois vraiment que les enfants, même les enfants les plus gravement souffrants, là, je ne plaisante pas du tout, les enfants autistes, les enfants dépressifs, les adolescents en difficulté. Ils ont besoin de gens qui sortent très sérieusement de leurs problèmes et qui le fassent avec une force de vie, qui mettent un petit peu de légèreté et de gaieté. Sinon, on patauge dans le morbide et on en rajoute encore, je crois. Voilà, donc il m'a appris tout ça, tandis que Serge Bovici m'a appris tout à fait autre chose. C'était un très grand clinicien aussi, un théoricien, mais c'était quelqu'un qui savait très très bien comment, dans les groupes professionnels, dans les associations, dans les instances diverses, comment on peut faire progresser une idée pour que finalement il y ait un mouvement qui se fasse autour de tel ou tel concept, de telle ou telle idée. Voilà, c'est pas la clinique des patients, c'est plutôt la clinique des groupes, on pourrait dire. Et bon, j'essaye de tirer profit de ces deux sources d'inspiration. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux filiations extrêmement importantes. Serge Bovici est mort en 2000. Il a laissé derrière lui une œuvre tout à fait considérable, notamment dans l'ouverture de la psychanalyse aux âges les plus précoces et à ce qu'on appelle maintenant la psychiatrie périnatale, dont il a été, Michel Soul aussi, en grande partie l'un des pionniers. Moi, ce que je trouve tout à fait formidable à Necker, d'un point de vue éthique, enfin de l'éthique de ma profession, c'est que dans un CHU aussi sophistiqué du point de vue technologique, enfin bon, il y a des services qui sont mondialement connus en génétique, celui d'Arnold Munich, en immunohématologie, celui d'Alain Fischer, et puis d'autres services formidables, de cardiologie infantile, autour de Daniel Sidi. Donc c'est vraiment des services, comme on dit, extrêmement pointus. Et pourtant, c'est ce site-là qui a voulu faire redémarrer la pédopsychiatrie dans ce site, après une période un petit peu plus creuse. Et la pédopsychiatrie, elle amène forcément avec elle des éléments plus globaux, plus généraux. Et je trouve vraiment très intéressant qu'un CHU comme Necker puisse à la fois faire de la médecine extrêmement pointue, enzymatique, génétique, moléculaire, sans oublier une certaine vision d'ensemble de l'enfant, de sa souffrance en tant que personne, et puis de l'enfant dans sa famille, l'enfant dans son environnement. Je crois que là, il y a une clé quand même pour nos réflexions éthiques, justement. Nous, en pédopsychiatrie, on est tout le temps en train de ramener, moi je crois que c'est un de nos rôles éthiques, on est tout le temps en train de ramener une clinique de l'histoire qui essaie de comprendre comment, si un enfant fonctionne de telle manière à l'instant T, et c'est bien de détailler aussi finement que possible nos connaissances sur son fonctionnement à l'instant T, mais on a aussi à faire le travail de comment est-ce que ce moment T s'inscrit dans son histoire. Comment est-ce qu'il arrive à ce fonctionnement? Quel sens ça prend pour lui-même, pour sa filiation maternelle, paternelle, son groupe social, culturel éventuellement. Et là, c'est une clinique, non plus de l'instant, mais une clinique de l'histoire. Moi, j'appelle ça aussi une clinique diachronique. Et toute la difficulté, mais enfin moi, c'est ce qui me passionne en pédopsychiatrie, c'est le croisement, justement, entre cette clinique de l'instant T et cette clinique de l'histoire. Et il faut tenir les deux branches à la fois. De faire très attention que tous les crédits, que tous les financements, que tout le temps soignant n'aillent pas uniquement au profit de l'évaluation. Il y a une mission du CHU, bien sûr, hein, et une mission d'évaluation clinique et de recherche aussi, d'aller le plus loin possible dans ce qu'on peut apporter sur ce terrain-là. Mais on a aussi une mission, je crois, de compréhension dans le temps et de suivi dans le temps. Quand on reçoit un bébé qui va très très mal,
c'est très difficile, au fond, de savoir qu'est-ce qu'on doit coter. Et qui est le patient. Je caricature un petit peu, mais je dirais, est-ce que c'est vraiment le bébé qui est le patient? Après tout, il ne vient pas tout seul. Est-ce que c'est les parents qui sont les patients? Et peut-être ils viennent à propos du bébé et ils n'auraient pas pu venir autrement sans lui. Ou est-ce que troisièmement, c'est le lien? Et le lien qui est en difficulté, les parents et le bébé sont ce qu'ils sont, mais le lien entre les deux, entre les trois, est en difficulté. Et c'est une des grandes raisons qui font que l'épidémiologie en psychiatrie du bébé est si difficile à faire en France et dans le monde entier. Parce qu'on n'a pas les bons outils où il faut coter la mère, le père, le bébé, il faut aussi coter le lien. Et finalement, quand on a un bébé qui va très mal, eh bien aujourd'hui, c'est très difficile de savoir où on en sera 5 ans après. Il y a certains bébés qui vont très très mal dans une période de crise aiguë à 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis qui, quelques années plus tard, vont merveilleusement bien parce que c'était une période de crise et tout s'est rétabli. D'autres bébés semblent beaucoup moins souffrir, et sans s'en rendre compte, on voit de manière torpide s'installer quelque chose de beaucoup plus profond, qui fait que 5 ans ou 10 ans après, ces enfants-là peuvent être dans une très grande difficulté d'organisation psychique ou de fonctionnement cognitif, alors qu'au moment même, ils n'avaient pas tellement attiré l'attention. Donc probablement, on n'a pas les très bons outils, et si on s'enferme dans le PMSI, on risque de créer des pseudo-catégories d'enfants qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas du tout le même pronostic, et donc pas du tout le même pronostic en termes d'investissement financier. Et c'est un petit peu le même problème pour les adolescents, parce qu'à l'adolescence, il peut y avoir des symptômes spectaculaires, parce que l'adolescence, c'est l'adolescence, et puis voilà, il y a des clashs, des crises, des discontinuités, des ruptures, tout ce qu'on sait, hein. Pas toujours, mais souvent. Et on peut avoir des patients, des adolescents qui sont vraiment spectaculaires dans leurs difficultés, qui sont malheureux, très malheureux, et qui ne sont pas malades pour autant. Et 1 an ou 2 ans après, tout sera rétabli et ils n'entraîneront pas de grands investissements financiers. Alors que d'autres adolescents, un peu comme les bébés, peuvent être beaucoup plus éteints, beaucoup plus inhibés. On ne voit pas grand-chose se passer. Ils sont, je dirais, ils sont très malades. Ils sont pas visiblement malheureux. Et cela, avec le PMSI, on risque de passer tout à fait à côté aussi. C'est Albert Einstein qui disait. Il faut rendre les choses complexes le plus simple possible, mais pas plus simple que possible. Et moi, je repose indéfiniment la question, est-ce qu'on veut une pédopsychiatrie simpliste, ou est-ce qu'on veut une pédopsychiatrie qui respecte, qui reconnaisse un minimum, il ne s'agit pas de compliquer pour plaisir, mais un minimum de complexité et de polyfactorialité dans l'évolution des enfants. Dans nos relations entre pédiatres et psychiatres, entre soignants du corps et soignants de la psyché, dans nos relations entre le modèle médical et le modèle psychopathologique, notre idéal, c'est pas l'absence de divergence, mais notre idéal, c'est comment on peut utiliser ces divergences pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'enfant lui-même. Et là, je pense qu'il y a une éthique professionnelle, une piste, je veux dire, tout à fait intéressante pour l'éthique professionnelle. Ce jubilé des CHU a lieu aussi à une époque qui est intéressante, mais peut-être un peu risquée, dangereuse, concernant aussi l'évolution des sciences humaines et des recherches, notamment en sciences humaines à l'université. Hein, puisque les sciences humaines moi je le crois très sincèrement, enfin quelqu'un comme Alain Vanny à Paris 7 le dit haut et fort, puis on est nombreux quand même à considérer que les sciences humaines ont aussi beaucoup apporté à la renommée de l'université française dans le monde. Je veux dire, je ne parle même pas de la psychiatrie, mais de la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, la linguistique. Je veux dire, or, il est vrai que dans les schémas actuels d'évolution des projets de recherche, les sciences humaines risquent d'y laisser quand même pas mal de plumes. Parce que les sciences humaines ne débouchent pas toujours sur des applications rentables, il n'y a pas de contrat d'objectif à court terme qui puisse souvent être donné. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut laisser faire des recherches sur n'importe quoi, n'importe comment et par n'importe qui. Il faut seulement arriver à coordonner les choses. Mais on ne peut pas avoir uniquement un souci de rentabilité en ce qui concerne les sciences humaines.